Hello François, comment tu vas? Ça va très bien et toi, Jedi? Écoute, moi ça va extrêmement bien. Comme vous le voyez, c'est la première fois je pense que je n'ai plus mon fond idyllique de chalet au fin fond d'une montagne. C'est parce que je suis en Italie et on a même un petit retard pour, record cet épisode, mais je suis en Italie et dans les Pouilles, et on se fait plutôt plaisir ici où on est, on mange bien, il y a du soleil. On est dans des très belles, villas, masseria comme ils disent ici. C'est magnifique. Hem, qu'est-ce que bah, pour intro, j'avais juste un petit truc que j'ai vu récemment sur Twitter et j'ai bien aimé en fait, ça m'a fait penser à un ancien épisode qu'on avait fait. Je sais que je t'ai parlé à un moment donné d'un mec qui s'appelle Sigil sur Twitter, qui est un mec qui a moins de 18 ans, qui vit au Canada, qui a voulu commencer à créer du contenu autour du réseau social, j'ai oublié le nom du réseau social, c'était Cloud? BitClout, voilà. Avait commencé à créer du contenu autour de BitClout et en fait, il avait réussi à créer une boîte qui vient de lever et qui est en train de grossir à la vitesse où elle grossit, alors que le mec, il a moins de 18 ans et en fait, c'était quoi? C'est une marketplace, d'achat-revente du token de BitClout. Donc BitClout, c'est quoi? C'est un Twitter, «décentralisé» entre guillemets, il n'est pas vraiment décentralisé, mais où il y a un token au milieu et ce token, chaque, compte Twitter peut en avoir et peut être rémunéré, de ce token. Et en fait, le Mmh. problème, c'est qu'il y avait un problème fondamental sur cette plateforme, c'est que ce token, il pouvait pas être cash out. C'est-à-dire que vous pouviez pas avoir le token BitClout et récupérer des dollars, du Bitcoin, des Ethereum avec. Lui, ce qu'il a fait, il a écrit ce qu'on appelle un OTC. Donc en gros, c'est un œuf, ou OCT, je Over the crois, counter. œuf voilà, c'était ça. Où en gros, il te permet, sur une espèce de marketplace, à la Leboncoin, de dire: «Bah, moi, j'ai, 10 000 BitClout, normalement ça vaut, je sais pas moi, 10 000 est-ce que vous êtes prêt à me les échanger contre 10 000 et du coup, ça se fait, bah, mano mano quoi, avec un Mmh. escroc au milieu dans l'idéal. Je pense que c'est ça d'ailleurs le service qu'eux prévoient. Donc c'est de faire matcher l'offre et la demande et puis de faire de l'escroc. D'une certaine façon, au début du bitcoin, c'était comme ça que ça se faisait. Au début du bitcoin, pour les très, très, très anciens, il fallait aller sur des forums, dire, «Hello coucou, j'ai miné, 100 de bitcoin, qui veut bien me les racheter?» Et il y avait un pélo qui disait: «Moi je veux bien, on se rencontre sur Paris». Tu allais sur Paris, le mec il te filait 100 balles et toi en parallèle, tu étais en train de lui faire le transfert quoi. C'était un peu comme ça que ça se passait. Moi je me souviens qu'à l'époque j'avais acheté pour, 200 balles de bitcoin, comme ça sur Liège. Il y avait une marketplace, un peu mondiale et il y avait sur Liège des mecs qui minaient du bitcoin et j'avais été acheter du bitcoin sur place quoi. Et donc je m'étais déplacé, on avait été dans un café, le mec avait pris son petit ordinateur et il m'avait envoyé du bitcoin, quoi et je lui avais donné du cash dans les mains, quoi. Et là, c'est un peu la même, le même truc avec des virements et cetera et soit et du coup, ce sigil, donc il est en train de créer ça, ça marche plutôt bien, il y a une vraie traction, il a levé, il a des très bons investisseurs dans son round, je pense qu'il a même Naval Ravikant dedans. Mmh. Et il a tweeté récemment un truc qui était, «Je vais faire une human APO». Donc en gros, je vais, sortir un token, le sigil, le dollar sigil et en fait, vous allez pouvoir, acheter mon token et ce dollar sigil est censé suivre, au niveau de son pricing et ben, en fait, mon histoire et mon succès. C'est exactement ce que Alex Masmejean a fait, Mmh. on a eu en dans l'épisode 15. C'est exactement ce qu'en fait plein d'autres personnes ont fait. Alex Masmejean était un des premiers, mais c'est pas le seul, il y en a plein d'autres qui l'ont fait et c'est surtout ce qu'en fait n'a jamais marché jusqu'à aujourd'hui. Les tokens personnels ne marchent pas pour plein de raisons, pour des raisons techniques et aussi pour des raisons d'use case concret. En fait, c'est hyper complexe, de se dire que mon token il va prendre de la valeur en fonction de qui moi dans la vie, je suis et comment j'évolue et les rétributions sont super complexes et alors il y a des gens qui essaient de faire ce qu'on appelle de l'e de du, Income share du agreement? voilà, c'est ça, de l'ISA, c'est-à-dire, si tu achètes de tokens chez moi, bah, chaque année, en fonction de mes performances, de mon futur salaire, de mon futur X, je vais te donner un pourcentage. Bon, c'est bien sur papier, techniquement, c'est hyper complexe et voilà et en fait, ce qui est intéressant et c'est là, en fait, toute cette histoire de pourquoi je voulais présenter le bonhomme et son his et ce projet, c'est que ça, il le sait, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, rien n'a marché, mais il le fait quand même.
Et, euh, et en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant de se dire, tu sais que ça marche pas, parce qu'en fait, j'ai vu qu'il parlait avec tous les mecs qui ont essayé de faire ça. Donc tous les mecs qui ont essayé de faire ça lui ont dit, fais pas ça parce que ça marche pas. Mais il le fait quand même. Et en fait, ce qui est intéressant, et j'en revenais à un principe sur lequel Alex Masmejean n'était pas trop d'accord quand j'en parlais dans l'épisode, la naïveté. Et toi, je sais que tu m'avais corrigé en me disant, mais c'est pas de la naïveté, tu avais utilisé un autre mot. Certainement que mon langage n'est pas du tout adapté et assez riche que pour exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. Mais là, fondamentalement, ce que j'ai envie d'exprimer, c'est que tu as un mec, moins de 18 ans, on s'en fout en soi, mais on s'en fout pas vraiment parce que c'est-à-dire qu'il est pas, il a pas toutes les barrières et tous les biais et tous les freins que quelqu'un qui a un peu de bagage pourrait avoir. Mmh. Et il se dit: «Tu sais quoi? Il y a un truc qui a pas marché. Je m'en fous, je vais quand même le faire et je vais essayer de le faire marcher». Et est-ce que c'est de la détermination? Est-ce que c'est, de la persévérance? Est-ce que c'est de l'obstination? Tous ces mots ne veulent pas dire la même chose. Ils sont tous dans un même, cercle, mais ils ont tous des frontières entre eux. C'est intéressant d'être déterminé, mais il faut pas être obstiné. Enfin, il y a des limites, il y a des frontières un peu floues entre tout ça, mais il y a des frontières. Et en fait, quand moi je parlais dans ce podcast-là, donc c'est les podcasts numéro 15 avec Alex Masmejean, et je disais qu'il était naïf. Pour moi, c'était un compliment quand je disais qu'il était naïf, et dans le sens où il sait qu'il y a des choses, la plupart des choses qu'il veut faire sont ultra dures. Le pourcentage de réussite, il est ultra faible. Il fait des choses à contre-courant, il fait des choses qui ont été prouvées qui ne marchent pas, et il les fait quand même parce qu'il se dit peut-être que moi je vais réussir à les faire marcher. Et c'est juste, c'est beau, en fait. Je trouvais ça super beau, et donc je suis curieux de suivre ce que Sigil va faire, et hem et suivez-le sur les réseaux, et on mettra peut-être son Twitter en bas, même si on l'a déjà fait dans un autre épisode, mais c'est juste, voilà, je voulais juste parler de ce mec et je voulais parler de ce truc de: «OK, les trucs ont pas marché, mais je le fais quand même parce que peut-être que je vais trouver le truc qui va le faire marcher». Peut-être que je suis au bon moment, peut-être que je le fais avec les bonnes personnes, peut-être que je le fais, sous le bon angle, mais je vais essayer de le faire. Et c'est drôle parce que tu vois des gens qui te contactent ou juste qui s'exposent ou autre et qui disent: «OK, je vais faire ça», et en fait, c'est le genre de truc qu'on a entendu 1000 et une fois, et c'est le genre de truc où on sait qu'à la 1000 et unième fois, ça marche pas, mais peut-être que là, ça va marcher. Mais en fait, c'est un peu croire dans l'entrepreneuriat. Et tu vois, par exemple, quand je bossais chez The Family, on avait plein de gens, on avait des milliers d'applies par an, et on avait, chaque année la centième fois qu'un mec nous pitchait, le Airbnb pour les chiens, quoi, tu vois? Et on se Mmh. disait: «Mais putain, merde», tu vois? C'est bon, on les a vus ces trucs-là. Mais des fois, il y en avait un qui pitchait le truc, et en fait, il avait tout pour réussir. Il le faisait, ça marchait pas, c'était pas le sujet. Mais en tout cas, il y avait des choses dans son approche, dans qui il était, dans l'angle qu'il prenait pour exécuter ce projet, qui les 1000 et une fois avant n'aurait jamais marché, mais peut-être parce que c'est lui, ça marche. L'exemple, c'était Menu Nexor, la boîte où j'ai bossé. Des marketplaces où des particuliers vendent de la bouffe à d'autres particuliers, c'est pas nouveau, Menu Nextdoor. Il y a plein de gens qui ont essayé de le faire avant, il y a plein de gens qui sont en train de le faire maintenant. Il y a une super boîte aux US qui est en train d'exploser, qui réussit super bien et qui est en train de le faire. Et The Family avait déjà entendu mille et une fois Menu Nextdoor, en fait, le pitch de Menu Nextdoor. C'est juste que Nicolas, il avait l'angle, il avait la détermination, il avait le profil parfait pour le faire. Et ça a donné ce que ça a donné, un certain succès jusqu'à un certain moment, mais il l'a quand même fait. Et voilà, juste tout ça, la petite morale du truc, c'était un peu long, mais voilà, je voulais juste en parler. Moi, j'ai 2-3 réactions là à chaud. Heu, J'adore, par rapport à la dernière partie de ce que tu as dit, comme quoi, en fait, il y a des gens qui essayent 1000 fois, il y a 1000 personnes différentes qui essayent 1000 fois, et des fois, être entrepreneur ou croire à l'entrepreneuriat, ou être dans un mindset de pay it forward, c'est aussi se dire: «Bon, peut-être que la 1001e fois, c'est peut-être la bonne». Et c'est à chaque fois se laisser, en fait, laisser l'opportunité de se faire surprendre. Et donc, je me rappelle très bien que Oussama, dans plusieurs de ses interviews, de ses conférences, disait toujours, moi, j'en suis arrivé à un stade où, en fait, je regarde plus trop les projets, je regarde les gens. Et donc, ça rejoint exactement ce que tu viens de dire. Euh,
deuxième chose que je voulais dire, c'est, ok, peut-être que le gars, il sait que ça fonctionne pas, il est malin, mais regarde, il a dit qu'il allait le faire et nous, on en parle. Donc, tout le monde en parle autour de lui. Donc, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il attire de l'attention vers lui. Et donc, Mm. c'est-à-dire que même si c'est pour se planter, il a gagné des followers, de l'audience, de l'awareness et sans doute beaucoup de sympathie. Et ensuite, le mot que j'avais utilisé la dernière fois, je suis allé revoir vite fait sur Internet, ça s'appelle la candeur. Donc, c'est la qualité d'une personne pure et innocente, sans défiance. Et donc, à mon avis, c'est ça que quand on dit naïveté, en fait, c'est la naïveté, en fait, c'est le revers de médaille de la candeur, peut-être. Mais c'est l'espèce de, ouais, de qualité sine qua non pour être candide, en fait. Donc, oui, je trouve ça super intéressant. Moi, Saïd, je le suis sur les réseaux et ça fait un bail que je lis un peu ses tweets. Euh, et voilà, moi, si on peut continuer dans ce petit épisode Oui. où on fait où on parle d'anecdotes, etc. Cette semaine, moi, j'ai rencontré par pur hasard deux listeners du podcast. Enfin, pas par pur hasard, en fait, et je parlais avec un des deux sur Internet. Et du coup, il me dit, ouais, bah viens, on va boire un verre, etc. Et donc, on se rejoint à Paris pour boire un verre dans un hôtel. Et il est venu avec un pote à lui qui, en fait, a une boîte dans les NFT. Et lui, il travaille dans une banque en tant que stagiaire. Enfin, tu vois, enfin, en gros, c'est son stage de fin d'études, je sais pas quoi, en tant que stagiaire. Donc, ils sont jeunes. Et la nuit, le week-end, etc., il écrit des articles pour The Coin Tribute ou je sais plus, le journal du coin, je sais pas, tu vois. Donc, il est fan de crypto, des gens vraiment hyper intéressants et hyper déterminés. Euh, et pourquoi est-ce que je voulais te parler de ça? Ah oui, simplement pour te dire que... Donc j'ai rencontré ces gens-là, super intéressant. Et en fait, son pote a fait son handle, c'est Solid NFT sur Twitter. Moi, je Ouais. le suivais. Je pense que tu le suis aussi, je suis pas sûr. Ouais. Et en gros, c'est un gars qui a vu la mouvance des NFT exploser et qui s'est dit, OK, les gens, ils veulent un moment. Peut-être qu'il y a une partie des gens, en tout cas, qui veulent à un moment avoir peut-être qu'on en a déjà parlé dans un podcast, mais je pense pas. Euh, qui veulent avoir leur NFT matérialisé chez eux. Et du coup, il s'est dit, bon ben voilà, moi, il avait des relations dans le domaine, etc. Il s'est dit, je vais faire de l'impression sur plaque d'aluminium, selon différents procédés, etc., des NFT que les gens veulent imprimer chez eux. Ça coûte, je pense, $500. Il m'a dit un truc comme ça, d'imprimer son NFT Ouais. sur une plaque en aluminium. Et c'est des grandes plaques qui font plusieurs mètres, etc., que tu peux faire livrer chez toi, etc. Et je trouvais ça trop malin. Et du coup, au début, il avait 4-5 œuvres par mois imprimées. Et là, il m'a dit qu'il était, si je me rappelle bien, il m'a dit 15 ou 20 œuvres par mois. Donc, ça commence à débiter. Euh, il fait des partenariats avec, je ne sais plus avec quel protocole. Je pense que c'est Brunchy ou Brunch, là, tu vois, le protocole avec les NFT, financiarisation des NFT. Ouais. Donc, super intéressant. Et il a un stand sur la ETHCC cette semaine où, en gros, il va proposer aux gens d'imprimer en direct devant eux, enfin, de faire Bien. tout son procédé en direct devant eux. Et je me disais, mais ouais, mais c'est sûr, tu vois, là-bas, tu n'auras que enfin, tu auras beaucoup de crypto-millionnaires qui auront tous des hashmasks, des crypto-punks Ouais, ouais, ou des ouais. cool cats, etc., comme toi et qui vont se dire ouais putain je trouve trop avoir mon cool cat aujourd'hui tu vois et j'y vais du coup je paye beaucoup plus cher et je l'ai en repartant de Paris c'est mon souvenir quoi. Et donc je trouvais ça super malin et en discutant avec eux je me suis rendu compte aussi qu'on vivait quand même tous dans un microcosme incroyable où enfin, les mecs ils pensaient NFT de A à Z ils se levaient ils mangeaient du NFT au petit déjeuner au déjeuner et au dîner tu vois. Et c'était vraiment alors que je me considère déjà comme très radicalisé dans ma conception du monde. Et je me disais, en fait, il y a des gars qui sont encore plus candides que moi et qui, du coup, vont encore plus loin dans le délire et imaginent des NFT pour tout. Et genre, il y a un des gars, tu vois, il m'a expliqué que pour l'anniversaire de ses potes, maintenant, ce qu'il faisait, c'est que du coup, il a une galerie de NFT avec des. Enfin, je sais plus exactement, c'est par rapport au manga japonais, etc. Et donc, pour l'anniversaire de son pote, il lui a dit, bah voilà, choisis un NFT dans ma galerie, je te l'offre. Tu vois, genre, c'est une autre Bien. façon, c'est une autre façon
Ça, c'est des, en fait, Moi, c'est des mouvements honnêtement, on m'offre sociaux un complètement NFT, je suis trop différents. content, hein. Là, ça fait maintenant un petit temps que j'essaie de dig vraiment les NFT super fort et genre, je serais, bonheur, quoi. Genre mon anniversaire d'ailleurs les gars, on est le 19 juillet, là, on record, le 9 août, c'est mon anniversaire. Si vous voulez m'offrir des NFT, allez-y. Vraiment, genre, si on m'offre un NFT, c'est le bonheur, quoi. Là, vraiment, je digue bien les NFT. J'en ai acheté cette semaine, quelques-uns. Et je passe beaucoup de mon temps, même si je suis en vacances, sur des Discord de NFT, de différents projets NFT et c'est trop bien, quoi. C'est le kiff, quoi. Mais non, offrir un NFT, enfin dire à quelqu'un: «Viens dans ma galerie, je t'offre un truc», c'est trop bien, quoi. J'adorerais qu'on me le fasse, quoi. Et du coup, tu as appris quelque chose cette semaine sur les NFT? Alors, j'ai pas spécialement appris quelque chose. En fait, ce que j'ai fait, c'est que, j'ai rejoint des projets, hem, des collectibles. Donc en fait, c'est la plupart des projets NFT dont je vais donc que j'essaie de rejoindre, c'est des projets où il y a un nombre limité de NFT, en général 10 Mhm. 000. Tu peux les minter, c'est-à-dire que tu peux les acheter à la sortie, à l'unité, à un prix, fixe. Et une fois qu'ils sont tous mintés, bah, c'est bon, ils ont tous été vendus, et du coup, les gens en sont propriétaires et ils peuvent se les échanger sur des plateformes, des marketplaces, qu'on connaît, OpenSea et d'autres. Et en fait, chacun de ces NFT, donc par exemple, il y en a 10 000, il y en a de différents types. Très souvent, ils sont ce qu'on dit, basés sur du generative art. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le fondateur de ce projet-là, il a créé une base de dessin du NFT et en fait, il a mis plein de caractéristiques, 3, 4, 5, 6, 10 s'il veut. Et en fait, la totalité des NFT, ont été randomisés au niveau des caractéristiques. Par exemple, tu vas avoir la tête d'un zombie et sur ce zombie, tu vas avoir, des petites lunettes, rouges, en forme de bitcoin, un petit oiseau sur l'oreille gauche et au lieu de regarder, et il regarde à gauche, par exemple. Et par exemple, dans les 10 000, des zombies qui regardent à gauche, il y en a que 300, tu vois? Et en fait, il y en a que, 100 qui regardent à droite et le reste, ils regardent tout droit. Et bah, par exemple, s'il y en a que 100 qui regardent à droite, bah, forcément, cette caractéristique, elle est plus rare que les autres et donc en fait, elle lui donne un symbole de rareté et donc ce symbole de rareté fait augmenter le prix sur le marché. Wait, Si ça c'est des données qui sont disponibles directement au moment du mint, ou bien alors c'est Non, toi qui quand tu les regardes achètes, vite tu sais fait? pas. Non, quand tu les achètes, le but, c'est vraiment d'arriver, tu mets, de l'argent sur la table, le même prix que tous les autres et en fait, tu as un NFT, tu sais pas ce que tu vas avoir. Donc Mhm. ces caractéristiques sont, randomisées et tu les connais pas en amont. Évidemment, c'est le jackpot quand tu sais que tu as chopé genre le 0,10 des 10 000 les plus rares, c'est vraiment jackpot, quoi. Hem et en fait, j'ai pas découvert des choses, mais en tout cas, j'ai confirmé des choses, par exemple. Donc tu as les caractéristiques pures et dures de rareté, mais tu as aussi la beauté du NFT. Moi, par exemple, je suis entré dans un projet là, il y a quelques jours qui s'appelle, Crypto Hodler et en fait, c'est des têtes, tu as l'impression que c'est des zombies, mais c'est pas vraiment des zombies et en fait, aléatoirement, ils ont des caractéristiques. Je t'en ai donné, des lunettes avec des bitcoins, des flèches sur la tête, tu peux avoir aussi des femmes, tu peux avoir tu en as qui regardent à gauche ou à droite, tu en as 300 qui sont des robots, ils ont une tête de robot, c'est les plus rares, et cetera, et cetera. Et en fait, tu en as qui sont pas spécialement hyper rares, donc qui sont, dans la catégorie la moins rare, sur les 10 000. Par contre, qui ont de la gueule, quoi. Genre, ils sont beaux, tu vois. Ils ont le generative art, donc la randomisation, a fait que ils sont beaux. Et eux, par exemple, même si sur papier, ils ont pas une forte rareté, donc normalement, ils ont pas censé avoir un prix haut par rapport à d'autres. Désolé si vous entendez du vent. Hem, le fait qu'ils soient beaux fait que, vu que c'est des êtres humains qui achètent, bah, ils disent: «Bah, vu qu'il est un peu plus beau, je suis quand même prêt à Oui, payer donc c'est plus cher que ce que valorisé. je suis Ok, d'accord. censé le payer», tu vois, de base, à cause de sa rareté. Hem et ça, en fait, ça rentre vraiment en jeu et ça rentre en jeu surtout quand tu as un grand engouement,
autour du projet. Tu vois, en fait, tu as des projets qui sortent comme ça, il y en a tous les jours, en fait, des projets qui sortent comme ça. Donc, du generative art, il y a 10 000 exemplaires, ça sort, tout est minté, ça prend 2 mois ou 2 semaines à tout minter. Et une fois que tout est minté, bah, ça commence à se vendre sur le marché secondaire. Bah, tu en as qui font les flops, genre une fois que tout est minté, des fois ils se minent pas totalement. Une fois que tout est minté, bah, en fait, il se passe rien. C'est-à-dire qu'il y a 3 pélos qui le vendent sur le marché secondaire. Et des fois, tu as un vrai engouement qui se prend de par la beauté, de par la roadmap que les fondateurs exposent, c'est-à-dire le sérieux des fondateurs, parce que le problème, c'est que tu as plein de fondateurs qui créent des generative art et puis le laissent à l'abandon. Et puis, tu en as d'autres qui se disent, non, mais sur l'année, nous, on sait qu'en août, on va faire ça, en septembre, on va faire ça, en octobre, on va faire ça. Par Ils arrivent exemple, à c'est quoi les trucs qu'ils onboarder. font? Bah, là, par exemple, En plus de euh, ouais, une fois que tu as généré l'art, qu'est-ce que tu peux faire? tu peux faire plein de trucs, tu peux créer des produits dérivés. Donc, par exemple, il y a des gens là sur, je crois que c'est sur les CryptoPunk ou sur les Bored Ape, je sais pas exactement lequel des deux, ils ont créé Ah, la BD, BD, etc. là. Ouais, ok. BD, tu vois. Donc maintenant, tu as un projet annexe qui est un projet BD. Donc, c'est des histoires qui vont être dessinées et Mhm. créées autour des personnages des crypto-zombies. Donc, c'est en Tu gros, peux. les fondateurs de ces generative art et de ces NFT qui sont basés sur de l'art génératif peuvent mettre un espèce de programme marketing en place et dire, OK, Ouais, tu on peux va faire créer plein une de choses. BD, en gros, on va augmenter l'awareness de notre produit. Et du coup, si vous achetez maintenant, probablement que vous allez gagner de l'argent plus tard. Exactement. Par exemple, là, je suis Mais sur il n'y un a pas projet de que je vais nouvelles. bientôt acheter. Qui, par exemple, un pourcentage du profit va finir à des œuvres caritatives qui aident les chiens. Donc, c'est un truc où c'est que des chiens. Donc, le dessin, c'est des chiens avec plein de caractéristiques. C'est Uncharted Dogs. Et en fait, quand tu vas acheter, bah, il y a un pourcentage des royalties qui vont finir dans une DAO. Et en fait, tous les membres propriétaires de ces chiens, enfin de ces NFT, vont pouvoir dire, ben moi, j'aimerais bien qu'on verse 10% de tout le profit généré, de toutes les royalties générées, à une association qui aide, je sais pas moi, les chiens perdus en je sais pas quel pays, tu vois, alors une SPA en Belgique ou je sais pas quoi, tu vois. Et genre aider charity, quoi, la pure charity, tu vois. Et donc voilà, tu as ça. Puis ça dépend aussi qui tu arrives à onboarder comme personnage, comme influenceur connu. Par exemple, moi, dans celui où j'étais, bah, il y a eu 2 gros personnages qui ont été onboardés. Tu as Pranksy, qui est un Twitter, influenceur, très, 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 très connu dans les NFT, et tu as Gary Vaynerchuk, qui est un mec que peut-être beaucoup de nos auditeurs connaissent. Et si vous ne connaissez pas, c'est un grand entrepreneur américain, gros youtubeur, gros influenceur, qui est très connu sur le sujet des collectibles physiques, mais qui est aussi extrêmement connu maintenant sur les NFT, sur les collectibles NFT, et qui, selon lui, les NFT, c'est the next big thing. Et du coup, bah, tu vois, le mec, à minuit, il débarquait sur le Discord. Il m'a dit, Hey guys, I'm here. Et moi, j'étais là en mode, tout le monde était en feu. Oh fuck, 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 il y a Gary Vaynerchuk. Tu regardes le portefeuille de Gary Vaynerchuk et tu vois que toutes les 10 secondes, il achète un NFT. Euh, moi, littéralement, je regardais son portefeuille, je voyais, boum, 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 boum. Le mec a acheté 150 NFT dans la soirée. Et bon, bah là, ça prend du FOMO, etc., etc. Donc, ça dépend aussi de qui tu arrives à onboarder et est-ce que les gens retain, c'est-à-dire est-ce qu'ils restent sur le long terme, etc., etc. Soit. Tout ça pour dire que les NFT, c'est un vrai sujet. Pour le moment, on n'en est que à du generative art qui se fait et des choses qu'on va pouvoir faire avec les NFT. Tu as parlé Bunchy Protocol, on va pouvoir faire des choses avec les NFT, c'est-à-dire qu'on va pouvoir maintenant faire des crédits et mettre en collatéral son NFT, chose qu'on ne pouvait pas spécialement faire ou pas bien faire dans le passé. Là, bientôt, on pourra le faire et donc voilà. Je me rends compte que tout à l'heure, j'ai dit brunch, en fait, alors que C'est en Bunchy effet, c'est Protocol, Bunchy, c'est pas grave. Bunchy. C'est pas grave. Bon, et c'était Alors, quoi ce truc de Uncharted Dogs? 2 secondes là? Parce que là, bah, je t'ai j'ai vu que expliqué, Jedi n'a bah, jamais. Pour ceux qui j'ai me pas encore suivent, acheté. qui sont pas sur Twitter, Jedi n'a jamais autant tweeté depuis qu'il est en vacances. C'est J'ai incroyable. jamais Moi, je autant ne tweeté comprends depuis que pas je suis en la vacances. logique, mais c'est vrai que tu tweets Je énormément. comprends pas la logique, mais honnêtement, j'ai envie j'ai gagné beaucoup d'abonnés là récemment, c'est-à-dire depuis au moins 2 mois. J'ai gagné beaucoup d'abonnés, pas assez selon moi évidemment, mais j'ai gagné beaucoup d'abonnés. Et c'est simplement, j'ai vu qu'en fonction du volume du tweet que je fais, je gagne des abonnés, quoi, simplement. Hmm. Et ça, c'est un truc qui est assez universel, c'est que sors des vidéos YouTube, écris des tweets, écris des posts sur LinkedIn. Enfin, plus tu fais en termes de volume, plus tu auras de l'attention. C'est simple. Et Voilà. du coup, j'essaie juste de faire beaucoup de contenu sur Twitter.
j'ai fait un tweet sur qu'est-ce que tu peux tweeter, en termes de OK, tweeter, mais tweeter quoi? Et du coup, j'ai fait un tweet où j'explique les genres de choses que tu peux tweeter et par exemple, tu peux tweeter, ce que tu penses. Donc dès que tu as un truc qui te passe par la tête sur un sujet donné, tu essayes de le mettre sur papier, sur écrit, en format court et tweete-le. Tu peux tweeter ce que tu builds. Donc si tu es en train de créer quelque chose, bah, tweet tout le processus de création. Tu peux, tweeter, tu peux troller. Tu peux juste t'amuser à, clasher des gens, dire des choses, radicales, voilà, c'est une façon de faire. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, on s'en fout, c'est juste une façon de faire. Tu peux tweeter ce que tu apprends. Donc si tu es en train d'apprendre, je sais pas moi, de la physique quantique, et tu es en train de prendre un cours en ligne, OK, dès que tu apprends un truc, tweete-le, résume-le et tweete-le. Tu peux tweeter pour apprendre des choses aux gens. Donc si tu es expert sur un sujet, bah, OK, condense la donnée et tweete-la. Moi, j'essaie de faire heu, j'essaie de tweeter ce que je pense et j'essaie maintenant, je vais essayer de faire ça, de tweeter ce que et en pour apprendre des choses. C'est-à-dire enfin, pour faire apprendre des choses. Tout en apprenant. Donc ça va être, je pense, bientôt, je vais tweeter des trucs sur, comment faire grossir une boîte dans la crypto. Là, je vais tweeter des choses là dans les prochains jours, assez intéressantes, donc suivez, suivez, suivez. Des choses un peu inédites dans la crypto sur le sujet de la croissance et voilà. Et donc oui, je suis très actif et évidemment, vu que je m'intéresse beaucoup aux NFT et que j'achète des NFT, j'essaie un peu de chiller mes NFT. J'essaie un peu de les promouvoir. C'est un truc, dites-vous toujours quand quelqu'un tweet quelque chose et quel est son intérêt derrière. Et donc ouais, je vais essayer de chiller un peu mes tweets. Et donc Uncharted Dog, c'est quoi? C'est un projet qui est pas encore sorti, mais qui est en cours de création. Et en fait, les mecs, qui font du pré-marketing plutôt bien, c'est-à-dire qu'ils ont abordé déjà des influenceurs qui communiquent beaucoup là-dessus. Donc c'est littéralement generative art, pardon, de chiens. Donc OK. ça va être des petits bonhommes dessinés, des chiens avec différentes caractéristiques et un pourcentage des royalties vont finir à des associations, pour aider les chiens, quoi. Assez simple, pas très révolutionnaire, mais pas non plus, très répandu et le principe de charity du coup, bah, ça aide un peu, enfin ça aide un peu sur le branding, du produit, quoi. Voilà, voilà. Très Heu, intéressant, très intéressant. C'était beaucoup de news, la moitié de l'épisode, c'était des news, mais c'était cool. Qu'est-ce que de quoi tu veux qu'on parle? Est-ce que toi, tu as un sujet ou des news à nous donner ou est-ce que tu veux que moi je parle d'un sujet? Écoute, non, je vais te parler d'un sujet, c'est plus une opportunité que j'ai remarqué, que j'aurais bien voulu avoir le courage et ouais, la force de lancer. Euh, mais en gros, j'étais l'autre jour dans le métro et j'ai vu une pub, comme il y en a plein partout, à chaque fois je regarde toutes les pubs. Là, aujourd'hui, on se fait envahir par tous ces gens qui livrent vos courses en 10 minutes, en brûlant l'argent des VC, qui se battent à coups de millions pour conquérir le monde. Ce qui est bien, c'est que j'entends pas Jedi rigoler parce qu'il a mis son mute, il est mis en mute. Et du coup, quand il y a une pub qui sort du lot, enfin qui sort du lot, qui en tout cas parle pas de ça en ce moment, je la remarque relativement vite. Et du coup, l'autre jour, je passe devant une pub qui vend un appareil auditif de façon un peu jeune. Et je me dis, ah tiens, marrant, moi, j'y ai déjà pensé plusieurs fois. En effet, le marché de l'appareil, de l'accompagnement auditif, c'est un marché qui est vieillot, pas très tech, pas du tout tech en fait, basé sur des technologies des années 80, des années 90, 2000. Euh, il y a un truc à faire, c'est sûr et certain. Et au moment où j'étais en Chine, je m'étais dit, OK, qu'est-ce que je pourrais sourcer en Chine, un produit avec haute valeur ajoutée, etc. Et ben, je me dis, un appareil auditif. Tu vois, tu peux faire un appareil auditif. Tu vas dans des usines en Chine, tu trouves les meilleurs fabricants de tous les composés de cet appareil auditif, tu le rassembles chez toi et puis tu le vends. Il faut savoir qu'un appareil auditif, en moyenne, ça coûte entre 1000 et 5000 dollars. Il y a vraiment un large panel de choix. Aussi, il y a des choix à moins de 500 dollars sur AliExpress, etc. Donc, même si tu veux faire du dropshipping, je pense qu'il y a moyen de faire un truc bien dégueulasse, mais je n'aurais pas envie de le faire, je ne vous conseille pas de le faire. Du coup, en moyenne, c'est entre 1000 et 5000 dollars, c'est la fourchette. Et moi, les gens que je connais autour de moi qui ont des appareils auditifs, on achète deux paires. Pourquoi? Parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver. S'il y en a un qui tombe en panne, le temps de recevoir de réparation, le temps de... Enfin, bon, bref, ça les saoule, ils en prennent deux d'office.
Puis même des histoires de batteries, parce que tu as des batteries, tu as des piles, enfin, c'est vraiment un truc à l'ancienne. En plus d'être non esthétique, c'est à l'ancienne. Et donc, je m'étais dit, et cette pub m'a rappelé tout ce cheminement que j'avais fait dans ma tête. Je me suis dit, OK, en fait, ce qu'il faut faire, c'est exactement comme sur le marché des lunetiers. Enfin, je sais pas, on appelle ça les mecs qui vendent des lunettes, là, enfin, bon, bref, vous avez compris. Ouais, ouais, Euh, ophtalmo, mais ophtalmo, lui, ophtalmo. c'est le médecin. Enfin, ouais, je vois. Ouais, Comme lunettes pour tous, tu veux dire, c'est-à-dire démocratiser eh, la lunette, vu que c'est un marché un peu de scam, c'est-à-dire que les lunettes, en vrai, ça coûte que dalle à faire. T'as les mecs exact, qui te les vendent ça à des prix démentiels et eux, ils te le font à un prix super exact. intéressant, quoi. Et du coup, en fait, la réflexion que j'avais et que j'ai eue à ce moment-là, c'est de me dire, OK, lunettes pour tous, c'est quand même assez cheap, hein, on ne se le cache pas, mais tu as plein d'autres marques qui se sont lancées, qui sont Ouais, entre le mec qui te l'a fait à l'envers dans sa boutique parce qu'il doit payer 10 employés et le mec qui l'a fait cheap. Entre les deux, il y a un espace ouais. assez large dans lequel tu peux faire des prix corrects, bien gagner ta vie et faire des produits de qualité. Et du coup, je m'étais dit, OK, d'accord, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut trouver un mec qui est bon en design et en prototypage, et si possible, qui a vraiment l'esprit Apple, parce que c'est vraiment l'Apple, l'idéal serait de faire l'Apple de l'appareil auditif. Et puis ensuite, faire une app qui va avec. Tu branches l'app à l'appareil auditif, tu fais un appareil auditif, si possible, avec une nouvelle technologie. Par exemple, moi, j'avais lu à l'époque des systèmes de conduction de son par induction osseuse. Donc, en gros, c'est tu mets et du coup, il y avait plein de tests qui étaient là. À l'époque, c'était parce que les gens voulaient en faire des appareils, juste des écouteurs un petit peu différents. Tu vois, tu avais juste la barre qui venait là. Et par induction, le son avait exactement la même qualité ou quasiment la même qualité qu'avec un écouteur. Donc, tu vois, j'étais là en train d'imaginer, je faisais des croquis dans mon cahier, etc. Et là, quand j'ai vu cette pub, je me suis dit, OK, d'accord, il y a peut-être des gens qui le font. Enfin, genre, il y a vraiment des nouvelles opportunités. Et du coup, j'ai fouillé, etc. Ça s'appelle Signia. Et en fait, pas du tout. Signia, c'est un partnership ou un rachat de boîte par Siemens, donc la vieille boîte bien dégueu qui a de l'argent et qui doit se renouveler le sang de temps en temps. Et du coup, je me dis, mais en fait, cette opportunité n'est toujours pas saisie. Pourquoi? Et il faut savoir que rien qu'en France, il y a 6 millions de personnes, donc en moyenne plus ou moins 10% de la population, qui ont besoin d'un appareil auditif. Et sur ces 6 millions de personnes, il y en a 75% qui ne sont pas desservis. Donc le marché, si on prend un appareil auditif à 1500, 2000 $, il est de plusieurs dizaines de milliers de dollars par an. Enfin, par an, en tout cas, là, au total. Donc je me suis dit, OK, d'accord, il faut tout réinventer, il faut faire un DTC, ou en tout cas native, digital native brand. Tu la lances sur Internet, tu fais du direct to consumer, et tu fais un truc trop bien. En plus, tu peux imaginer plein de business models. Tu peux faire de la location au mois, comme toi, l'abonnement que tu as pour ton tel, là, j'ai oublié le nom. Ouais, ouais, C'est Mobile comment ça Club. s'appelle? Mobile Club. Tu peux faire le Mobile Club de l'appareil auditif parce qu'en plus, ce qui est complètement débile, c'est que les gens qui, la plupart du temps, prennent des appareils auditifs, c'est en train de changer, mais en plus du temps, c'est sur leur fin de leur vie. Du coup, ils mettent 5000 balles pour un truc, ils vont peut-être l'utiliser pendant 2 ans, et après, en fait, ça peut être renouvelé, etc. Enfin, je pense qu'il y a vraiment moyen d'imaginer un circuit court, enfin un circuit de récupération et de remise à niveau du truc qui est efficace. Euh, et, euh, et donc, je trouvais ça super intéressant. Il faut savoir que, en gros, le coût de production et de distribution, c'est seulement 30% du total de ce que ça coûte un appareil auditif. Le reste, en fait, c'est juste des mecs qui prennent leur com comme des salles, comme des mecs qui Ok, se sucrent bien, tu vois. ok. Donc je trouvais ça super intéressant. Exactement le même business model que sur les lunettes. Et je me suis étonné. Alors, probablement qu'il y a des impasses technologiques que je ne connais pas encore. Mais en tout cas, si quelqu'un dans l'audience a des infos là-dessus ou si quelqu'un dans l'audience voudrait se lancer là-dessus, moi, je suis trop chaud d'en parler et de l'aider dans la mesure du possible parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Surtout quand on connaît la pyramide des âges européenne et qu'on sait qu'il y aura de plus en plus de vieux qui vont vivre de plus en plus longtemps et qu'en plus, nous, les futurs vieux, on a une pratique euh, auditive qui est désastreuse avec Dégueulasse, quoi. nos. Ouais, ouais. Ouais. Bah, et pour tout te dire, moi, j'ai des problèmes d'audition. Mhm. J'ai une toute petite malformation à l'intérieur de mon oreille, ce qui fait que j'entends mal certaines fréquences, surtout très aiguës. Enfin, je crois que c'est, je sais plus lesquelles c'est, mais il y a deux lignes quand je fais, tu sais, quand tu fais le test en mode on te fait faire Mhm. les sons des oreilles. Et c'est pas grave, mais je sais que si ça s'empire, on m'a dit il faudra mettre un appareil auditif.
Donc je sais que peut-être potentiellement un jour dans ma vie, j'en aurais besoin, surtout que j'ai un comportement, pareil que ce que tu viens de dire, dégueulasse. C'est-à-dire que je mets mes écouteurs à fond de balle dans mes oreilles. Là, ça tombe bien parce que mes AirPods, il y en a un des 2 qui est dégommé, qui va plus, c'est pour ça que j'en ai qu'un là actuellement. Mais ouais, non, je les mets à fond de balle, beaucoup trop fort, ça me défonce les oreilles. Mais j'aime le son, fort et en plus de ça, j'entends rien, donc je le mets encore plus fort, quoi. Mais non, clairement, c'est drôle, c'est unsexy, mais ça peut devenir sexy. C'est un peu comme les lunettes, hein, c'est pas sexy de faire un business sur les lunettes. Par contre, c'est un marché gigantesque. Pour le coup, sur le cas des lunettes, il y a un vrai scam sur le marché. Enfin, il y a une vraie arnaque de coûts, en fait, chez le consommateur final. Donc, quand tu arrives avec un prix, un design stylé et un prix qui défie toute la concurrence, ça fait sens. Faudrait voir sur le sujet des appareils auditifs, c'est quoi le pain point? Est-ce que c'est le design? Est-ce que c'est le prix? Est-ce qu'il y a un vrai sujet technologique? Tu vois? Est-ce que en fait, la tech, elle est très bonne, en fait, ça marche, et pas besoin de, innover ça. Par contre, ce qu'il faut innover peut-être, c'est le design, c'est la façon de distribuer, la façon de le brander et peut-être c'est ça, en fait, qu'il faut résoudre. Tu vois? Pour le sujet des Ouais, lunettes, il y a pas de technologie à résoudre. La technologie, elle est là, les verres, ils sont comme ça. Je veux dire, c'est assez standardisé. Par contre, une production, m m trouver des canaux de production beaucoup moins chers et distribuer à un prix juste et faire du mass market, c'est ça qui pourrait faire sens, tu vois? Et du coup, je sais pas, pareil, pour les appareils auditifs, j'y connais rien, donc peut-être que tu as digué mieux que moi le sujet de la tech, mais non, mais j'ai je sais pas. Non, tout ce que je pressens en tout cas, c'est que en effet le design est nul, la distribution est à l'ouest et en tout cas seulement en boutique, que les tests auditifs peuvent se faire sur Internet maintenant et du coup en fonction de ton résultat sur ton test auditif, on arrive déjà à préprogrammer ton appareil auditif quand on te l'envoie, euh, que le prix est probablement beaucoup plus cher que ce qu'on pourrait imaginer payer. ouais, Et si tu regardes un peu, tu vois les mêmes marques qui, en fonction des lieux de distribution et des réseaux de distribution, sont pour le même modèle, même marque, même année de production, tout pareil, ça peut varier de 1000 $ pour le même modèle. Donc, non, c'est juste qu'il y a une asymétrie de l'information et que c'est tellement vu comme quelque chose d'insurmontable, enfin, comme quelque chose de très risqué d'acheter dans un appareil auditif sur Internet, que je peux comprendre que les gens préfèrent aller en physique. Mais du coup, ouais. à ce moment-là, tu peux imaginer vraiment Ouais, la moi, par lunette pour exemple, tous où il y a là, si des. si je dirais, genre là, si demain on me dit: «OK, tu un appa il te faut un appareil auditif», je vais en boutique direct, tu vois? Par contre, effectivement, si je vois une nouvelle brand et là, pour le coup, c'est moins parce que, tu vois, je suis excité par les direct to consumer, que je sais qu'aujourd'hui, tu peux faire un direct to consumer qui, normalement, est censé être un truc tradi. En fait, ça peut être bien fait avec des bons témoignages, avec un bon onboarding, avec un bon process. Tu peux réussir à avoir une bonne expérience pour un produit, même un produit médical. Enfin, je ne sais pas si c'est un produit médical ou pas, mais pour ce type de produit qui est censé être un peu sérieux. Et, et je serais prêt, tu vois, à passer par une direct to consumer si j'en trouve une. Là, demain, on me dit, il te faut l'appareil auditif. Si je trouve pas quelque chose de clean, avec full témoignage, avec genre bien fait, avec un vrai bon onboarding, avec un support qui immédiatement chatte avec moi, me pose des questions, etc. Évidemment, je vais en boutique, quoi. Hem, je sais même pas comment ça marche un appareil auditif. Ça te rentre dans l'oreille, ça te rentre pas dans l'oreille. Enfin, je sais même pas comment ça marche, Tu as tu vois? plusieurs types. Tu en as qui sont sur le bord, tu en as qui sont à l'intérieur, OK, tu en as qui sont dans l'oreille interne, OK. donc enfin, dans l'oreille externe plutôt. Donc il y a vraiment tous les types. Franchement, je pense que c'est une expérience qui est très difficilement supportable pour la plupart des gens. Donc je pense qu'on peut aussi améliorer l'expérience. Donc moi je dis, tu trouves un type qui a une philosophie Apple et qui est bon en prototypage, vous partez 3 mois à Shenzhen ensemble et je pense qu'en 3 mois, il y a moyen d'avoir sourcé la plupart des composants pour faire un prototype concret et puis le tester. Et OK. en effet, moi je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas y avoir une app avec ou dans laquelle tu peux régler, tu vois, genre directement. Enfin, vraiment, il y a moyen d'imaginer plein de choses. Je suis sûr que, et sans avoir Non, non, creusé c'est sûr. énormément, il y a moyen de faire des trucs. J'avais un autre truc dont je voulais te parler. Est-ce que tu as vu Richard Branson dans l'espace? Ouais, j'ai vu Richard Branson aller dans l'espace, ouais. Est-ce que toi aussi, t'as les mauvaises langues qui sont venues pester là-dessus autour de toi? Heu, alors, Non, mais tu alors vis dans un juste microcosme, ouais, peut-être. alors, juste un truc, il me reste pas énormément de temps pour le podcast, mais par contre, je vais Ouais, répondre quand même à ta question.
Je vis pas dans mes microcosmes, je vois les gens réagir en mode, bah, des trucs à la con, tu sais, mais des trucs genre qui ont aucun sens. On pourrait utiliser l'argent autrement. Pourquoi faire tu vois, genre de trucs, mais c'est je suis insensible à ça. Déjà, je suis pas entouré que par ça. Avec le temps, j'ai fait en sorte de ne plus avoir ce genre de signaux. Naturellement, tu les as parce que tu es exposé à de l'information en permanence, Ils sont serait-ce majoritaires. que des posts sur Facebook où tu as, Georgette en commentaire et qui commente, enfin on voit le truc, mais je suis pas si impacté que ça. Pourquoi? Non, parce que j'ai vu un type qui avait en effet, moi aussi, j'ai eu tous les signaux, entre guillemets «négatifs», on aurait pu oui, j'ai lu aussi quelqu'un qui a dit, Michael Jackson, quand il avait l'âge de Jeff Bezos, il a donné 400 millions pour des ONG, pour sauver la planète et arrêter le racisme, et faire en sorte que les gens s'aiment. Pendant que le type, il était en train d'être pédophile dans son parc d'attractions et qu'en plus, Accusation enfin, là, tu n'en sais rien, mais enfin, ah on si, n'en mais sait si, je rien. pense que ça a été prouvé, hein. Oui, Ah, je sais pas, il a j'ai eu des pas procès, etc. ouais, Enfin, en tout OK, cas, c'est ce que j'en sais. Ne m'attaquez OK. pas en justice. Mais Si en vous tout cas, de avez toute un façon, fan vous de aurez rien Michael à en Jackson dans tirer. les commentaires, il va nous défoncer, calme-toi. Quoi qu'il en soit, en fait, c'est juste des faux débats. Et il y a quelqu'un sur Twitter, et c'est juste ça que je veux dire, qui a bien résumé le truc. En gros, pour ces gens-là, money is evil. Donc, les gens qui ont de l'argent sont des gens diaboliques ou evil, méchants. Et donc, tout ce qu'ils font avec leur argent, c'est aussi diabolique et méchant. Et donc, en fait, c'est impossible d'avoir un débat avec ces gens-là. Et, euh, et je trouvais ça intéressant d'avoir quelqu'un qui avait résumé aussi bien. Comment il s'appelle ce type? C'est le Mike Solana OK, sur Twitter. Vraiment, il est très, très, très fort à suivre, ce type. OK. Donc voilà. Je pense pas que dans notre audience, on ait des gens, de ce type-là. Je pense qu'avec le temps, et tout ce qu'on dit dans le podcast, je crois qu'il y a des ça a fait aussi un tri, et je pense pas qu'on ait des gens, qui aient ce type de réaction. Mais si vous l'avez, n'hésitez pas à mettre des arguments dans les commentaires. Mais moi, Lui, il veut créer du débat. j'ai Il veut créé créer du l'idée. Bah, débat. je vais créer des commentaires, c'est pour l'algorithme, les gars. Heu, et Bon, l'air de allez. rien, juste un petit truc à la con. Tu vois le dernier épisode? On a demandé aux gens, au début du podcast, de liker. Bah, on a eu Ouais. un des épisodes où il y a le plus de likes. Elle est maline, la belette. Elle est maline. C'est qui la belette qui a suggéré ça? C'est moi, bah, c'est moi qui ai suggéré Mais de non, bah, si. c'est moi. Non, enfin, bon, bref, on passe. C'est toi qui l'as dit, mais avant Ah! l'épisode. Ah, Ah! il y a Bon, un je te cerveau, il y a un laisse. cerveau dans ça. Il y a ça cerveau. Comment il s'appelle? Heu, Minus et Cortex. Heu, Ouais. on Je va pense. dominer le monde, Minus. Ouais, alors les gars, en commentaire, dites qui Minus, dites qui est Cortex Allez, dans la team. on y va, Ah, c'est voilà. parti. Tweetez aussi là-dessus, je vous retweet tout ça. J'ai besoin d'un peu de contenu là sur Twitter, les gars. Attends, Heu, entre ouais. parenthèses, je dois t'avouer que là, ces dernières 24 heures, j'étais mute parce qu'en fait, à chaque fois que j'ouvrais Twitter, je voyais Jedi qui disait des trucs d'une façon avec un Il faut ton réagir un petit peu de impératif. ouais, c'est ça, Genre, tu donc il vois, faut réagir. mais je vois très bien, en fait, je vois tous les Américains qui font pareil. T'essayes d'être tranchant et radical, ça fonctionne parce que du coup, les gens se disent, oh putain, mais non, ou bien alors, oh putain, mais oui, il a raison. Moi, je suis là, non, en fait, le problème, c'est que c'est toujours comme ça quand tu connais les gens en privé. C'est difficile, pour moi en tout cas, c'est difficile de faire la part des choses. Et du coup j'ai mute pendant 24 heures là, et Du coup, puis faut là, je vais support. te remettre. Faut commander, faut support, faut liker, faut retweeter, tout ça, même si voilà. Bon, je te laisse. Bonne journée à toi et à bientôt. À bientôt, Jedi. Amuse-toi Ciao, bien. ciao.